Je ne crois pas qu'il y ait deux catégories d'étudiants qui partent sur le continent, les fils à papa et ceux qui n'ont pas la formation adéquate en Corse. Il y a aussi, je l'espère, des jeunes qui ont envie de partir pour se confronter et s'enrichir ailleurs, dans une autre culture, voire dans une autre langue quand ils partent à l'étranger. Donc l'aide au retour des talents, effectivement, il faut y penser, mais je serais assez d'accord avec Christelle Combette, je ne suis pas sûre que le frein viennent de l'entreprise. Une entreprise qui aurait l'opportunité d'embaucher un jeune qui a un bac plus 3 ou bac plus 5, plus une expérience, voire à l'étranger, n'y renoncerait pas. Je pense que le frein vient effectivement de la rémunération, mais on a quand même dans nos jeunes des gens qui sont prêts à faire des sacrifices financiers pour revenir, parce qu'ils sont très attachés à notre île. Donc pourquoi peut-être ne pas imaginer que cette prime soit rétrocédée par l'entreprise aux jeunes qui reviendraient comme un coup de pouce à l'installation finalement, puisque bon, souvent ces jeunes sont obligés ensuite de se loger quand ils reviennent parce qu'ils n'ont pas forcément envie de retourner chez papa-maman. Deuxième remarque sur cette problématique, on a hier évoqué lors du rapport sur le RSA un chiffre qui est un peu passé inaperçu mais qui m'a frappé. 80% des allocataires RSA ont une formation inférieure au bac. Ça aurait été bien peut-être d'aller un peu plus loin dans l'étude de ces 80%, à savoir la pyramide des âges, et pourquoi pas le nombre d'allocataires qui ont fait leurs études en Corse. Parce qu'effectivement, c'est corrélé à la formation. Donc, effectivement, il faut accompagner ces allocataires vers un retour à l'emploi, mais il faut aussi, en prévention, les empêcher de tomber dans la précarité. Donc là, c'est effectivement une question de formation. Mais aussi, je pense, un élément qui n'est pas souvent évoqué, c'est l'orientation. Ce n'est pas forcément votre domaine, monsieur le conseiller exécutif, mais je me tourne vers madame Antonia Lugiani. L'orientation en Corse, elle est souvent défaillante. Tous ceux qui ont des enfants ici savent que si le jeune n'est pas forcément encadré par sa famille, s'il ne fait pas la démarche d'aller vers un CPE, il est souvent lâché dans la nature. Donc, il faudrait aussi envisager de manière transversale des actions sur l'orientation, parce qu'on a une grande richesse, ça a été évoqué hier par Paul Jo, une grande richesse patrimoniale dans les savoir-faire, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'artisanat, par exemple. Il y a actuellement un salon qui se tient au lycée Jean Nigaud, à Bastia, sur le savoir-faire insulaire. Et je pense que là, il y a des actions à mener parce que, on l'a dit, l'évolution des mentalités fait qu'aujourd'hui, le jeune a une autre approche du travail et que souvent, il ne sait pas que dans ces métiers-là, il va pouvoir être son propre patron, être maître de son temps, gagner sa vie et s'épanouir dans une activité qui est à la fois créatrice, mais aussi créatrice de plus-value. Donc, j'imagine que vous avez déjà envisagé peut-être des actions, mais ce serait bien de mettre en corrélation les actions économiques et les actions auprès des jeunes en matière d'orientation. Je vous remercie. Effectivement, on avait prévu au titre du groupe d'intervenir à deux voix, Vanina et moi-même. Elle a posé, à travers des exemples concrets, un certain nombre d'éléments de philosophie et d'approche du rapport. Monsieur le conseiller exécutif, pour aller vite à l'essentiel, y compris au titre des fonctions que j'ai pu exercer à l'ADEC, vous dire que le rapport est très intéressant. Nous, on rejoint assez ce que j'appellerais la dynamique du constat. En gros, on n'est pas dans quelque chose de clinique, de factuel. Il y a une approche du constat qui est articulée, qui est globale et qui amène des chiffres, des tendances et dessine en creux des perspectives. Deuxièmement, il y a une dynamique de réappropriation. On en a parlé hier. On sait tous que la compétence emploi, au sens plein du terme, n'est pas une compétence de la collectivité. Or, on a une forme de compétence, voire même de pouvoir réglementaire pour aller loin en matière économique, qui nous conduit dans cette Assemblée à pouvoir voter, vous en proposez d'ailleurs, des règlements d'aide ou des dispositions particulières de soutien, mais on n'a pas de compétences aussi fortes dans le domaine de l'emploi. Il serait d'ailleurs bon que ce rapport ou un autre vienne préciser
les termes de cette demande de transfert de compétences, ou bien que l'on formule entre nous l'idée que le processus engagé doit l'inclure. Au-delà de ces quelques considérations introductives et dans le sillage du propos de Vanina, dire avec vous, Président, que la problématique de l'emploi, elle a structurellement évolué. Je ne parlerai pas des 30 glorieuses, des années fastes, etc. On a connu, dans les décennies qui ont suivi, une période longue où le sujet majeur était l'accès à l'emploi et, par voie de conséquence, le chômage, qui a d'ailleurs été érigé en variable d'ajustement, ce n'est pas le débat du jour, mais je le précise quand même, par un certain nombre de gouvernements ou d'exécutifs, davantage que comme une politique à consacrer, ou en tous les cas comme un phénomène à combattre. Aujourd'hui, au risque de choquer, et sans être dans une approche trop libérale, ce n'est pas mon propos de l'économie, on peut quand même dire qu'on est dans une forme de plein emploi, une forme. Le sujet, c'est donc moins l'accès à l'emploi, qui depuis quelques années est un peu plus soutenu, les chiffres, les tendances, les retours des entreprises en témoignent, que trois autres sujets que je livre au débat de l'Assemblée avec beaucoup d'humilité. Le premier, c'est la rémunération. Le second, c'est la dimension humaine. Le troisième, c'est la transformation. La rémunération. On a tous dit, dans des mots différents, il y a un sujet de déconnexion, même si les choses évoluent, entre des aspects du secteur de la formation et le marché du travail tel qu'il s'organise. En découle, même si ce n'est pas le facteur unique, des sujets de rémunération, de qualification. C'est à l'origine, pour partie, de la fuite d'un certain nombre de compétences que vous nous proposez de ramener. Nous voudrions vous faire deux propositions complémentaires. La première, Président, ayant donc occupé cette fonction auparavant, j'avais proposé, je me tourne vers Lésia et d'autres, qu'on réfléchisse à la notion de structuration de la diaspora économique. Nous n'avons pas de diaspora politique. Tant mieux, tant pis. Nous avons, en revanche, une diaspora économique qui est forte de compétences souvent très fortes, très marquées. Chefs d'entreprise, banquiers, financeurs, il y a, sur le continent et au-delà, des profils extrêmement forts. Et sur ce plan-là, je ne suis pas persuadé, sans chauvinisme aucun, que des peuples aussi petits par la taille que le nôtre aient, sans encore une fois repli identitaire ni tentation de cet ordre, à se targuer de compétences aussi fortes sur des générations en France et de par le monde. On parcourt tous les villes du continent, voire ailleurs en Europe, et on voit bien la densité de Corses occupant des fonctions importantes et, pour ceux que je connais, un certain nombre, disposés à nous aider. On voit toujours les choses, et nous aussi, sous l'angle de la diaspora et de l'épargne. Je pense qu'il faut aussi qu'on les voit sous l'angle de la diaspora et de la compétence. Donc structurer ce qui serait un réseau d'ambassadeurs économiques qui viendraient en appui. Moi, je crois moins. Les nationalistes, pendant longtemps, ont parlé, comme d'une espèce de mythe, de l'office du retour. Chigre au Bogo. Perondi Mika. Moi, je ne crois pas que sur le modèle inspiré par les traditions qu'on a pu constater en Israël ou ailleurs, on puisse très massivement faire revenir les gens ici. J'y crois pas. Et je veux être direct et ne pas faire de langue de bois. À l'inverse, je pense, qu'on peut ramener des gens à nous. Les ratios que vous mettez en lumière avec celui de l'arrivée dans le pays de gens qui en sont originaires et qui est paradoxalement
moins important que celui qu'on constate dans des régions de droit commun au plan institutionnel, etc., ces ratios-là, ils sont là pour dire qu'on a une marche à franchir. On est d'accord. Mais ce ne sera pas massif. Deux, je crois que les gens, là où ils sont, y compris lorsqu'ils reviennent ou pas, mais parce qu'ils sont corses, membres de ce peuple, ils peuvent amener une plus-value, pour peu qu'on leur offre un cadre qui le permette. Donc cette structuration du réseau, je pense qu'elle est importante parce qu'elle va générer un engouement, un effet dynamique qui aura nécessairement, même si ce n'est pas mécanique, des externalités positives à l'endroit du territoire d'accueil, et donc de la Corse. Mais si on ne réfléchit pas à une espèce d'effet miroir, qu'est-ce qu'on fait sur le continent et ailleurs pour que le territoire en bénéficie, on s'ampute d'une partie de la réponse. Donc il faut, à mon avis, qu'on réfléchisse à cet aspect-là. Deuxième idée, moi je crois moins à l'effet levier de la prime, même si Vanina a eu raison de souligner des aspects qu'on pourrait retravailler, qu'à l'effet cluster. Moi je crois qu'on va attirer des compétences hautes, y compris et surtout lorsqu'elles seront originaires de notre pays, lorsqu'on aura structuré, et je sais qu'on en est d'accord, en tous les cas je le crois, vous le dites un peu d'ailleurs, mais je voudrais insister, une dizaine, et 10 c'est déjà beaucoup. Si c'est 5 ou 6, c'est bien. Secteur économique où on dit voilà, dans ces secteurs-là, tant pis, vous rirez et vous direz c'est bien, on prend le risque. On vous dit qu'on va être compétitif à l'échelle européenne. Pas méditerranéenne ou nationale, européenne. Le tourisme durable, la construction à l'aune des changements climatiques et énergétiques, PPE, protocole Born, 300 jours d'ensoleillement par an, la biomasse, l'eau, l'acte de construction revisité, dans un pays qui d'ailleurs est paradoxalement manque d'actes de construction. Il connaît des actes de spéculation, mais il manque toujours d'actes de construction. Et ce n'est pas au nom des uns qu'on doit supprimer les autres. Je referme la parenthèse. 3, l'économie bleue. Vous le dites. Moi, j'y crois puissamment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait notamment notre port de plaisance. Quand je vois ce qui est fait, je m'y suis beaucoup intéressé au lycée maritime de Bastia, qui est remarquable. Au lycée maritime de Brest, où on enseigne jusqu'à 40 métiers. Il ne faut pas caricaturer en disant les plaisanciers, les récons. Ça, c'est une vision marxiste de la plaisance. Ce n'est pas une vision pratique. Aujourd'hui, la vision pratique, c'est de dire que dans des tas de métiers, il y a une appétence des jeunes Corses. Moi, je l'ai vu pas plus tard qu'il y a quelque temps avec les gens du CFA. Il y avait une délégation de 40 gosses qui est venue visiter le port avec des étoiles plein les yeux en disant « mais on a envie d'y faire des choses ». On a 2 compagnies maritimes. Un des leaders français et même européens de l'aquaculture et de la pisciculture. Un laboratoire de recherche labellisé CNRS et qui conduit les travaux, Stella Mar, est reconnu dans le monde entier. On a une université. On a des pêcheurs avec une tradition ancienne. La Comcom que je préside a été éligible à un programme européen dans le domaine du pescatourisme avec d'autres régions de Méditerranée. On peut aligner les planètes et être un des vecteurs européens de l'économie bleue avec nos 1000 km de côte globalement préservés et bien sûr nos acteurs du nautisme, de la plaisance, etc. J'y crois très fort. Je m'arrête là parce que le temps est compté, mais on identifie, le SRDE2I l'avait un peu fait, une demi-douzaine de secteurs clés, en mode un peu anglo-saxon ou basque. Les Basques, après la désindustrialisation, ils avaient mis le paquet sur les clusters, ils avaient redressé l'économie de leur pays. Et on concentre tous les efforts sur un pas de temps limité, 10 ans, et 5 ou 6 secteurs donnés. On arrête, je sais que ce n'est pas votre volonté, le saupoudrage. Mais on dit voilà, sur ces secteurs-là, les moyens publics, les moyens privés, les moyens en R&D, les moyens en formation, sans négliger les autres, hein. Mais en concentrant les efforts, on les réalise vraiment. Et là, on change de physionomie. On change. Alors, bien sûr, et plus facilement dans le cas de l'autonomie. Mais sans l'aborder à ce stade, même si elle va fluidifier, accélérer les process, on dit voilà,
dans les 6 secteurs en question, la Corse et son peuple et son économie, ils sont compétitifs à l'échelle européenne. Ouais, on l'assume et on pense qu'on peut le faire. Bien. Donc là, on va amener naturellement des gens, plus facilement qu'en donnant 10 000 ou 20 000, même s'il faut aussi les donner. Parce qu'on va créer un niveau de rémunération, un niveau d'insertion, un niveau de reconnaissance, ça compte, qui vont modifier la trajectoire de la Corse et donc de l'emploi. Très vite. 2, la dimension humaine. On sait qu'on a un gros sujet. Les disparités salariales, elles sont très marquées. Les différences de revenus sont la règle. Il faut qu'on voit comment on peut imaginer un parcours plus inclusif dans le sens du retour à l'emploi, ou plutôt de son inscription durable, de l'inscription durable des communautés dans l'emploi. Vous faites des propositions que l'on soutient. Le CDI du saisonnier, la généralisation de l'expérimentation zéro chômeur, même si Josépha l'a dit, on a connu des difficultés par le passé. Il peut y en avoir d'autres. Moi, je voudrais compléter votre propos par 3 sujets, très vite, et vous avez compris la tonalité positive du propos et de l'échange. Le premier, l'emploi féminin. Il y a un levier extrêmement fort, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. L'emploi féminin est reconnu à l'échelle mondiale comme étant des 4 ou 5 gros facteurs de croissance. 2, l'inclusion. On a un gros sujet en Corse. Personnes à mobilité réduite, public isolé. On a des communes, je vous parle de celles que j'ai l'honneur d'administrer avec d'autres, 33% de familles monoparentales, 33%. Et souvent, les ratios sont plus élevés que ce qu'on peut constater sur le continent ou ailleurs. Donc, on a besoin d'une trajectoire vers l'emploi qui intègre aussi ces publics-là. Dans le public, dans le privé. 3, Josépha l'a dit, pendant longtemps, les nationalistes ont parlé de manière forte de corcisation des emplois. On a à un moment donné corrigé un peu le tir parce qu'on disait, mais qui est corse? Qui a accès à l'emploi? On n'a jamais voulu parler de préférence nationale. Mais où passe le trait? Donc on a dit, Pierre Jong l'a un peu développé, corsophonisation de l'emploi. En gros, dans la fonction publique territoriale ou autre, dans certains secteurs du marchand, du privé, la question de la langue et de la culture deviennent des sujets. On avait mis en place quelques mesures d'aide. J'ai quelques noms d'entreprises que je ne citerai pas ici qui les avaient pratiquées au plan de l'affichage commercial, des documents administratifs, d'un certain nombre de démarches à l'endroit du client, etc., de la formation des salariés. On peut réfléchir. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on l'intègre parce que moi, je me situe toujours avec mes amis dans cette perspective. Le sujet, c'est moins de dire à quelqu'un qui veut avoir un emploi, il faut apprendre à parler corse. Certes, le sujet di chi au corso si dornae c'est la lingua di ubane. Parce qu'on ne la sauvera pas uniquement avec la co-officialité, si tant est qu'on l'ait un jour. On la sauvera aussi en lui redonnant une fonctionnalité économique et sociale pleine. Au moment où la présidente, elle a raison, m'incite à être proche d'une conclusion, même s'il y aurait encore beaucoup à dire tant le débat est passionnant, je finirai sur la transformation. Un rapport de l'OIT de l'été 2023 tente de mesurer les effets de l'intelligence artificielle, de la transition numérique et digitale, de l'automatisation du travail en termes positifs et négatifs. J'ai lu par ailleurs d'autres éléments selon lesquels à l'horizon 2050, un emploi sur 2 aurait disparu. Pas au sens de l'emploi en volumétrie, de l'emploi en fonction. On va vers une redéfinition du travail et de l'emploi, à l'aune des grandes transitions mondialisées. Comment un petit territoire comme le nôtre, il peut s'inscrire là-dedans? Et quelle sera la part des effets négatifs sur notre écosystème? L'OIT veut croire qu'il y aura davantage d'emplois créés que détruits. Je ne sais pas.
Disons que oui. Si tel est le cas, il faut qu'on commence à anticiper, parce que nous sommes dans une île qui est dépendante, trop dépendante, de quelques secteurs clés, et qu'envisager la diversification opérationnelle de l'économie et des leviers de croissance, c'est aussi penser à un emploi qui soit non délocalisable, bien qualifié, bien rémunéré et inscrit dans son temps et dans son espace. Donc ça nous oblige aussi à réfléchir à cette anticipation dans une logique d'innovation et d'inscription de la Corse dans ces grandes transitions. Pardon d'avoir été un peu long, je vous remercie.